Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve au chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel. Bonjour Bertrand. Ça te fait rire encore? Oui, exceptionnel, ouais, c'est le exceptionnel qui veut. Et t'as besoin, tu sais, ici, c'est des séances qu'on fait avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin et bonjour le toujours exceptionnel Toujours Bertrand. Ben oui, c'est des séances de... On remonte le moral des gens. On sait que tu n'es pas exceptionnel. Monsieur. Ah bon? Ouais, ça me va mieux comme introduction, tu vois, là, le Bah pas oui. exceptionnel. Mais oui, on est là aussi pour vous montrer les jeux que tu sors cette année. On va revenir sur l'année de Banquise, l'année 2024 de Banquise, avec les 3 parutions. Banquise, c'est un petit éditeur en termes de quantité de salariés. Oui, bah, t'es le on seul peut le dire, salarié. ouais, je suis le seul salarié, oui. Voilà, tu ne travailles pas tout seul, mais tu es le seul salarié dans Banquise. Tout à fait. Et par contre, vous sortez 3 jeux 3 jeux à l'année. cette ouais. année, 3 jeux par an. C'était le cas déjà l'année dernière? Non, c'est en fait, depuis que j'ai arrêté Lifestyle avec qui je travaillais, Oui. maintenant, c'est un nouveau rythme que je me suis imposé. Tout simplement, en termes comptables, pour dire, pour arriver à en vivre, il faut sortir 3 jeux par an. Voilà. Et voici les 3 jeux qui sortent en 2024, que vous avez peut-être déjà découvert pour certains d'entre eux, parce que on a eu l'occasion d'en parler, notamment nous, si vous suivez la chaîne, vous avez déjà entendu parler de Temple Code. Premier jeu, il est déjà en boutique. Ensuite, Inkit. Et le dernier jeu qui sort, celui-ci, c'est plutôt vers septembre, c'est ça? C'est ça, mi-septembre, ouais. Mi-septembre, c'est Tengu, un jeu. Alors ça, c'est 2 jeux qui sont familiaux, on peut dire, hein, qui sont accessibles à n'importe quel adulte, voire enfant. Parce que là, vraiment, 8 ans et plus, je pense que c'est un peu le cas, 7 ans pour 7 ans Inkit. Et Là, 6 ans. c'est plutôt un jeu enfant dans sa catégorie, mais évidemment, Tu confirmes? Je confirme. évidemment, on peut y jouer en famille aussi. Voilà pour le line-up, c'est comme ça qu'on dit en termes catalogue de Banquise. On va revenir sur chacun d'entre eux, et puis on va se raconter aussi des histoires à l'intérieur de ces jeux. On fera peut-être un tour ou deux d'Inkit, parce que celui-ci... Parce que c'est toujours marrant, carrément. surtout, déjà c'est marrant, on adore, et puis on n'a pas eu l'occasion encore de tourner de vidéos dessus, donc c'est l'occasion pour nous de vous le montrer. Pas eu l'occasion de tourner des vidéos, c'est pas tout à fait vrai, parce que Aline... Oui, pour une fois, on a fait un jeu du chalet, une vidéo Les Jeux du chalet, où on a parlé du jeu avant de tourner une partie du jeu. Donc vous avez déjà notre opinion sur Inkit si vous regardez cette vidéo-là. C'est pour ça que je dis on l'adore, parce que généralement ça c'est un format, les formats qu'on travaille avec les éditeurs, ils sont aussi financés par les éditeurs, donc on se retient d'habitude de donner nos avis, mais là on l'a déjà donné sur la chaîne notre avis au préalable. Alors là, on va être complètement transparent. Temple Code, on l'a sélectionné pour les Sabliers d'Or, autant vous dire que le jeu, s'il fait partie de notre sélection, c'est qu'on l'adore. Inkit, c'est un jeu qui a eu un coup de cœur, un monde de jeu, c'est un jeu qu'on apprécie énormément. Et moi, j'ai participé au test de jeu enfant sur Tengu. Autant vous dire, je l'aime aussi. Donc comme ça, c'est sûr, vous êtes au courant dès le départ. Et surtout, c'est le plaisir de vous montrer les jeux, parce que sans doute qu'il y a des jeux qui vous correspondent. Si vous avez lancé cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le sujet aussi, vous avez envie de les découvrir. C'est l'occasion de revenir sur chacun d'entre eux. Et n'hésitez pas à utiliser l'espace de commentaires pour nous indiquer ceux que vous connaissez déjà, que vous appréciez déjà, ou que vous avez envie de découvrir. Temple Code, c'est le premier jeu dont on parle aujourd'hui. Ouais, Temple Code qui est sorti donc il n'y a pas longtemps dans notre temporalité, c'était au mois de mai. Hein. C'est un jeu qui est signé par Johan Levé, qui est illustré. Qui est signé par moi, mais qui est dans l'auteur et Johan Levé, ouais. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, signé. Signé, ouais. Moi, je voulais signer, édité. Toi, édité. Ah, pour signer, pour toi, tu dis édité. Ouais. Bah oui, quand on signe un jeu. Ah, signé. Ah oui, toi, tu penses au contrat, mais les gens ne pensent pas au contrat. C'est un truc qui ne leur parle pas particulièrement. L'auteur et Johan Levé. L'auteur et Johan Levé, exactement. C'est illustré par Jib. Tout à fait. On reconnaît ces illustrations très dynamiques en général. Et là, cette fois-ci, on est parti dans un temps, un univers qui nous fait un petit peu, même s'il n'y a pas de personnage sur la courbe, on est dans une ambiance Indiana Jones. Il faut retrouver des statuettes, elles sont incroyables, elles sont mystérieuses. Si vous les déplacez, attention, il peut y avoir un piège qui vous tombe dessus. Mais c'est un jeu de déduction à l'origine. C'est un jeu de déduction. Bah, Johan Levet dit un peu jeu de déduction, mais pas que. Mais oui, là c'est un jeu de déduction basé sur le principe du mastermind, mais où il va y avoir de l'interaction entre les joueurs. On va aussi avoir toujours ce truc qui marche très bien pour avoir des informations sur les cartes, on va les superposer l'une à l'autre et ça va nous donner les informations entre la carte du bas et la carte du haut. Bah là par exemple il y a un triangle rouge, ça veut dire qu'entre cette carte et cette carte il y a une statue en commun qui n'est pas bien placée, qui n'est pas au bon endroit. Et notre but ça va être de retrouver une combinaison. Exactement, plusieurs combinaisons dans la partie. Bah il faut en faire 2, ouais. Il faut en faire 2 pour l'emporter. Vous allez gagner, dans ce jeu de déduction, vous allez gagner des moitiés de statuettes, de médaillons. Dès que vous avez les 2 moitiés, c'est la victoire absolue. Vous avez remporté. C'est ça. Vos adversaires se lèvent et vous applaudissent. C'est un classique dans les jeux du Johan Levé, on le sait. Chaque joueur se retrouve devant lui avec une petite carte comme ça, avec 3 statuettes qu'il doit identifier. Ouais, donc on a ces 3 statuettes identifiées, on ne les connaît pas parce qu'on les place devant nous sans les avoir regardées. Mystère, surprise, comment on fait pour les découvrir? Nous avons heureusement
un petit bloc-notes sur on lequel nous allons prendre des notes et faire des déductions. On va pouvoir prendre quelques notes, faire des déductions, et ces déductions, on va les faire comme on l'a dit, posant des questions aux autres joueurs, parce que les autres joueurs superposant les deux cartes, et quand on superpose les deux cartes, ça nous donne des informations. Mais là où non, on c'est vrai qu'on pose pas des questions aux autres joueurs, on prend les cartes dans les autres joueurs. Pardon, je dis n'importe quoi. Non, oui. En fait, c'est là où il y a de l'interaction, c'est qu'on va prendre les cartes chez les autres joueurs. Donc il faut faire attention, si je vois par exemple que Martin il a ça, j'ai le choix avec ça, et je vais regarder laquelle des deux lui donne le moins d'informations possible. Parce que dans le but du jeu, c'est une course en fait. C'est le premier qui trouve deux combinaisons. Et donc si on laisse trop d'informations aux autres joueurs, on va prendre du retard sur cette course, et c'est là où il y a énormément d'interactions par rapport à un Mastermind classique. C'est un jeu très simple, tu cites le Mastermind parce que c'est vrai qu'il y a des références, des jeux de déduction, il y en a de plein de sortes différents, et celui-ci va emprunter au Mastermind cette complexité de devoir réussir, je dis complexité mais en fait c'est facilité d'explication aussi, de devoir réussir à savoir quels sont les éléments, dans quel ordre ils sont placés aussi, parce qu'on va avoir des informations du type vous avez un élément bien placé ou deux éléments mal placés, et à partir de ça, vous connaissez le principe du Mastermind, il va falloir bien réfléchir judicieusement pour réussir à décrypter le code. C'est ça, non seulement il va falloir faire ça, mais il va falloir le faire plus vite que les autres. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, et je dis Mastermind parce que c'est bien placé, mal placé, deux bien placés, deux mal placés. C'est surtout pour ça qu'on fait référence à ça, et en festival, on se rend compte que les gens nous le citent naturellement, ce qui est plutôt une très bonne chose. On a eu l'occasion, le plaisir, Aline, de le présenter lors des Sabliers d'Or, et c'est vrai qu'on y a joué avec des publics complètement différents. On a enchaîné les parties avec des joueurs qui sont pas forcément d'ailleurs amateurs de déduction, et ça a été aussi un enseignement de ces Sabliers d'Or, c'est que des joueurs, c'était le cas de Blandine, qui est souvent sur notre chaîne, qui nous dit moi j'aime pas trop les jeux de déduction, voire j'aime pas du tout, mais Temple Code, celui-là, je suis contente d'y jouer. En fait, les règles sont extrêmement simples, et pourtant, stratégiquement, la déduction, elle va pas toujours être si évidente. Mais le fait de comprendre exactement ce qu'on a à faire, de comprendre les informations qu'on doit laisser ou doit pas laisser aux autres joueurs, ça c'est simple, ça donne une impression de confort. Après, on est plus ou moins bon avec la déduction, et tant mieux. Il y a aussi un côté addictif, c'est qu'une fois que tu as réussi à trouver ton code, même si l'autre il l'a trouvé et que tu as perdu, souvent les gens ils restent, ils font non mais moi je veux quand même le trouver, je veux le terminer, je veux savoir c'est quoi mon code. Donc ça c'est assez positif, ce côté addictif de craquer des codes. J'ai un souvenir de Sylvain qui est resté 3 heures à la table après la vidéo. On embrasse Sylvain lors des Sabliers d'Or qui voulait absolument finir son code. Temple Code, donc c'est un jeu très accessible, oui. Qui permet aussi de s'initier. C'est vrai que Johan en a fait pas mal des jeux de déduction ces derniers temps, avec notamment le gros succès, on peut le citer, Turing Machine qui a remporté un très très gros succès, mais qui est le high level du jeu de déduction, qui est vraiment, même en termes d'explication, j'ai vu des joueurs sécher en disant mais je comprends rien sur l'explication, parce que ça demande une logique assez évidente, on est sur une logique notamment grammaticale. Moi, je dis toujours que Turing Machine, c'est un peu littéraire, parce que c'est des phrases qui énoncent des préceptes. Oui. Et en fait, il y a tout un travail qui est fait sur le langage et la compréhension qu'on a de ces règles qui sont langagières. Okay. Et là, ici, c'est vraiment très différent. C'est beaucoup plus familial. Il n'y a pas de texte ici. Non. Donc en fait, on est sur un pan complètement différent. C'est comme si c'était une ligne, la déduction, avec d'un côté Turing Machine, finalement Temple Code, avec des réflexions qui vont pouvoir d'une certaine manière s'en rapprocher par la déduction. On est dans la catégorie opposée. On est plus accessible, en effet. Mais ça a été un des bases du travail avec Johan, c'est de dire comment on fait pour qu'on ait un jeu qui soit plus familial, parce que nous chez Banquise on fait des jeux qui sont quand même plus familiaux. Oui. Et aussi restreint en termes d'accessibilité, en termes de boîte, parce que c'est une petite boîte à 17€, là où les jeux qu'il a l'habitude de travailler sont plus dans du gros matériel à gros jeux. Et donc on s'est beaucoup concentré sur cette accessibilité. Et plus accessible ne veut pas dire facile, parce que là, encore une fois, c'est les joueurs autour de la table qui vont faire la difficulté du jeu. Vu qu'on joue avec les autres, vu que c'est une compétition, vu que c'est une course, il va falloir quand même être plus rapide que les autres pour espérer l'emporter. Donc ça, c'est votre première sortie de l'année. J'ai cru comprendre que ça marchait pas trop mal en termes d'implantation. L'implantation se passe plutôt très bien. Ouais. On va voir, on croise les doigts pour la suite. Donc, premier jeu qu'on vous montre aujourd'hui, je le range. On passe au deuxième. Deuxième jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est Inkit. On a déjà parlé un petit peu en introduction de cette vidéo. C'est un jeu dont on attendait la sortie avec impatience. On est dans la catégorie des jeux de dessin. Il y en a quelques-uns des jeux de dessin, pas tant que ça en réalité dans les boutiques, finalement. Ouais, on est plus sur du party game, mais oui, en effet, on fait des dessins. Ouais. C'est vrai que tu as raison de me corriger directement. C'est vrai qu'on va
On va faire des types de dessins. Martin, c'est un dessinateur. Il faut qu'il voit du dessin partout. Mais vous n'allez pas prendre de crayon, vous n'allez pas tracer des traits du tout. Tu as raison de dire que c'est plutôt un party game parce que l'ambiance qui va être générée et le fait de savoir dessiner ou pas n'a aucune incidence sur la réalisation des différents éléments. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, sur la table, il y a des tampons, on va tamponner. On va tamponner des feuilles. Et là-dessus, il y a un côté tactile, naturellement. Il y a quelque chose d'un petit peu fou dans la manipulation de ces tampons. Aline, attention, on va faire un ou deux tours de jeu. Est-ce qu'on va réussir à ne pas tamponner la table ? Parce que sinon, c'est la dernière vidéo qu'on fait. Attention. Je stresse, moi. Parce que regarde, tu regardes l'autre bout de la table là-bas. Il y a quelqu'un, la dernière vidéo où j'ai dit attention, on fait un roll and write. Est-ce que vous arriverez à pas dessiner ? Oui, poum, le crayon tombe. Regarde cette trace. J'ai pas retenu qui l'avait faite. J'ai oublié. J'en sais rien. Mais non, mais il faudrait retenir les noms pour que les gens ne soient plus invités au chalet. En tout cas, là, si on fait une trace, après on fait un motif sur toute la nappe. Ah non ! Ça peut être sympa. Ouais. Oui, d'accord, mais j'ai d'autres vidéos à tourner, moi, d'ici la 20 semaines. Vous êtes sympa, mais bon, évitons quand même. Alors, dans Inkit, il s'agit de faire deviner, c'est marqué en 3 coups de tampon, ça dépend de la manche. Ça dépend de la manche. Quelques coups de tampon, des éléments, à l'un des joueurs autour de la table, il y a un côté jeu de devinette. Ouais, c'est ça. Mais il y a un côté, enfin, tu disais un côté tactile, mais je trouve qu'il y a un côté un peu magique surtout. C'est qu'au début, on se dit, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et puis quand on joue, on se rend compte qu'au final, on y arrive. Mais oui, pour revenir à ce que tu dis, il y a un côté devinette, parce qu'il y a un capitaine qui va devoir retrouver quel dessin correspond à quel mot. Alors, on va avoir des mots qui sont très différents. Par exemple, nous avons un feu d'artifice. Édouard Balladur. Non. Une girafe. Mais pour rebondir là-dessus, en fait, dans la liste des mots, on a fait en sorte que dans un paquet de 10 mots, il y a toujours un mot difficile. Ouais. Dans le paquet de jeu, il y a une phrase, c'est le sens de la vie. Et les gens, quand ils voient ça, ils nous disent, mais pourquoi vous avez mis ça ? En fait, c'est fait exprès. C'est qu'on a besoin que, parmi toutes les propositions, il y ait des propositions un peu différentes qui déboussolent un peu les joueurs et qui amènent d'autres expériences. Et souvent, les gens, ils s'en souviennent, en fait. À la première manche, vous allez pouvoir faire 5 coups de tampon, ça va, c'est pas trop dur, quoique. On se rend compte qu'on peut se planter quand même avec 5 coups de tampon. À la deuxième manche, il faudra en faire 4, à la troisième 3, 2, et à la dernière, feu d'artifice. Un seul coup de tampon, il faudra réussir à faire deviner des choses assez différentes. C'est un party game, comme tu l'as dit, ça se joue très bien à 5 joueurs par exemple. Ça va même jusqu'à 8 joueurs. Jusqu'à 8 joueurs. On va juste changer le nombre de capitaines, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont retrouver les dessins. Et ça peut se jouer à 2. On est dans les configurations minimales à 3 joueurs, forcément. 3 joueurs, oui. Qui dit party game dit plus on est nombreux, plus on rigole autour de la table. Là, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout à fait jouable et vous allez le voir. Je te propose qu'on fasse un tour pour montrer comment ça fonctionne, mais peut-être pas avec 5 coups de tampon. Non, on fait 3 et 1. Voilà, faisons 3 et 1. On va vous montrer les configurations intermédiaires. C'est nous qui tamponnons ? Bah oui, allez, évidemment. On va voir. Je vous donne alors, deux quand mots on est chacun. 2 joueurs, on a chacun 2 dessins à faire. Si vous êtes plus nombreux, vous n'en ferez qu'un seul. C'est ça. Et moi, évidemment, je ne vois pas leurs mots. On va commencer à 3 coups de tampon. On n'a pas précisé que le triangle est toujours vert, le rectangle toujours jaune, le rond toujours rouge et le carré toujours bleu. Et je vous laisse dessiner. Tamponner. Oh là là, fou. T'as dit dessiner. Hein. J'ai dit dessiner et tamponner. T'aurais dû dire party gamer. Alors, comment je fais ça ? Alors, 3 coups de tampon. Avec des formes. Ouais. C'est de l'abstraction. Allez, hop. Il faut que je fasse un truc, moi. Je peux pas ne rien faire. Donc on a le droit d'utiliser partiellement le tampon aussi si on veut. Ouais. On peut juste faire une forme légère ou une partie du tampon. C'est dur. Parfait. Voilà, 3 coups de tampon normalement. Ah bon ? Non ? Je sais pas. On va faire comme ça, changer d'avis. Attention, t'as dépassé. Hein. Non, je suis pas, attention, pas déconner non plus. Hop, celui-là est fait. Maintenant, on va essayer de faire celui-là. C'est plus dur, hein, parce que Édouard Balladur, je sais pas comment le faire. Je suis à la jonction entre les 2 tables. Ah, et du coup, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Oh, les excuses. Non, mais vraiment. Tu te rends compte, il y a pas c'est mou en dessous, en fait. Bref. Ah. Voilà ce que j'ai fait.
Donc c'est important de le mettre dans le sens de lecture du capitaine. Ouais. Et c'est aussi, capitaine, j'ai fait. Non, c'est pas ça, c'est capitaine. Capitaine. Mais ce qui est important aussi, c'est comment tu orientes ton dessin. Et ça aussi, c'est important. Et dernière chose qu'on n'a pas dit, donc là, on a vos 4 mots et on va rajouter un intrus ou 2 intrus selon le niveau de difficulté. On va commencer peut-être à un intrus. Ouais. Ça me semble déjà bien. Et là, on ne donne aucune indication, évidemment, mais vous, chez vous, vous pouvez chercher aussi à deviner ce qu'on a fait. Parmi ces 4 dessins, il y aura un des dessins qui peut-être, parce qu'il y a un mot intrus, correspond à la gymnastique, un des dessins qui peut-être, parce qu'il y a un mot intrus, correspond à se maquiller, un des dessins qui correspond peut-être à l'Angleterre, un pommier, et enfin, nous avons un barbecue. Ok, bon, déjà, je pense que le pommier, il est plutôt clair. J'avoue que le barbecue me paraît assez clair aussi, dans le sens où un peu le Weber, les barbecues comme ça, avec les trucs là. J'ai plus de mal avec l'Angleterre. Si j'avais 3 coups de tampon et que je devais faire l'Angleterre, moi de la gymnastique, je trouve ça plutôt comme ça là. Une sorte de bar machin, et ça je dirais plus que c'est se maquiller. Et ça, c'est ma proposition. Une fois que le capitaine a validé sa proposition, la résolution se passe de la façon suivante. Les joueurs vont taper sur la table comme ça. Ouais. Si le mot correspond à leur dessin, ils lèvent les bras. Si le mot ne correspond pas à leur dessin, ils laissent les bras sur la table. Et là, c'est là que tu disais, c'est pas un jeu de dessin. On l'a tout de suite compris, parce que tu as répété, c'est correspond au dessin. Mais oui, on va tamponner, ça représente des formes. On a tout de suite compris qu'il n'y a pas besoin de savoir manier le pinceau, le crayon ou quoi que ce soit d'autre. On n'a pas fait grand-chose, on a juste tamponné des trucs, et puis voilà, il faut essayer de faire deviner. Attention, allez, non, c'est le moment de la révélation. Allez-y. Si c'est bon. Allez, super, bravo. J'ai oublié la règle. Bah, c'est très bien. C'était bien. Alors, se maquiller, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Parce que là, j'ai essayé de faire une bouche ouverte, tout ça, avec une pulpe. Ok. Et quand je l'ai vu, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces 3 boules que j'ai fait? Là, ça m'a parlé du fond de teint, ça m'a parlé de maquillage, ça m'a parlé. Enfin, tu vois, ça a marché. Donc, bravo. J'avais tellement pas d'idées sur la gymnastique. C'est très bien. La gymnastique, c'était parfait, ça. Alors, je sais pas si c'est le tremplin. Mais voilà, c'est les barres à la base. Regardez, je fais une boulette. En tout cas, ça me parlait. On essaye à 1. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui devine? Moi, je peux deviner si Allez, c'est parti. On va voir si on est capable. C'est là, il y a du défi quand même, parce que un seul coup de tampon, ça, il va falloir qu'on tamponne bien. Hop, et c'est parti. C'est un maniaque. Je suis pas maniaque, je veux pas qu'on t'imprime sur ma nappe. Non, ça va. Attention, tu viens plus au chalet. Ok. En vrai, ça passe. J'ai l'impression. Un seul coup de tampon. Ok. Bon, ça va. T'as fait un carré bleu là. Bah oui, non, mais ça passe. En vrai, ça passe. Bon, par contre, l'autre passe peut-être moins bien. On va tenter ça. Regarde, il fait le tamponneur au petit pois. Il s'est mis un matelas. Qu'est-ce que... Il s'est mis un immense matelas au-dessus de là. Il fait ça. Et puis le deuxième. En sachant que pour gagner la partie, il ne faut pas faire un sans faute. Pour gagner la partie, il faut juste avoir moins d'erreurs que le nombre de joueurs. Donc là, dans notre cas, à 3 erreurs... On dit qu'on n'avait fait aucune erreur sur les 4 manches précédentes. 3 erreurs, on gagne encore. À 4 erreurs, on perd la partie. C'est vrai que c'est un coopératif. Moi, je suis confiant. Hop. Et je rajoute... C'est dur quand même, c'est dur. Et en même temps, je vois ce que tu as fait. Et oui, mais ça, alors, du coup, on l'a pas stipulé dans la règle. C'est-à-dire que tu peux t'appuyer de ce que les autres ont fait. Surtout quand c'est un coup de tampon, parce que quand tout le monde fait un rond rouge, il faut savoir où est-ce que je mets le rond rouge, qu'est-ce qu'il est... Voilà, c'est trop tard, j'ai fait mon coup de tampon, je ne vais pas en faire un autre. Ah bah non. Désolé, le bord a fait un trait, mais il ne fait pas partie de mon dessin, sachez-le, c'est que ça a été mal essuyé. On le met face à toi, dans ton sens de lecture. Hop, je mélange ça. Et du coup, je te laisse révéler les mots possibles pour ces dessins. Alors, potentiellement, un fermier, un miroir, Halloween, la météo et l'automne. Ok,
Ah, ça me paraît assez évident quand même. Le plus évident, je trouve que c'est le miroir. Et j'espère que c'est ça, parce que sinon je me serais bien... Ensuite, on a envie de dire que ça, c'est une feuille, qu'elle est jaune et qu'elle est tombée d'un arbre. Et ce serait l'automne. Et ensuite, on aurait bien 2 choses un peu identiques. Donc ça pourrait être Halloween et du coup il a fait la lune. Et la météo et du coup c'est le soleil. En haut, à gauche. Parce qu'un fermier vraiment là, éventuellement ça pourrait être ça et ça pourrait être une botte de foin. Mais je crois pas que ce serait si bas sur la feuille. Donc je vais laisser comme ça et j'espère que j'ai bon. Valide. Yeah. Allez, sans faute, bravo. Mais ton soleil, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a fait une lune rouge. Bah ouais, c'est ce qu'il voulait faire. Mais le rouge, on sait bien qu'en fait, c'est la couleur du rond aussi. Bah oui, voilà, exactement. Et donc, je me suis un peu servi de ce que tu as fait en me disant, bon, bah il a fait ça, du coup, je vais essayer de surtout pas te laisser tout seul avec un rond rouge dans le ciel. Bravo. Merci. Bravo à vous. Alors là, on a montré sans erreur. Je vous rassure, on se trompe souvent. Oui. Quand même. Ouais, c'est juste que nous sommes exceptionnels, évidemment, exceptionnels, à part en prononciation. Ça s'appelle donc Inkit. C'est un jeu qui est vraiment accessible à tous. Je pense que tu as mis quel âge sur cette boîte? J'ai mis 7 parce qu'il faut être capable de lire la carte. En fait, chez Banquise, je pars toujours du principe que si tu dois... si je mets si je mets des enfants en autonomie avec une boîte et qui doivent jouer tout seuls, ils doivent être capables de lire. Mais si tu lis la carte, bah évidemment qu'on peut jouer à moins. Mais on a mis 7 ans parce qu'il faut être capable de lire la carte. Et là, c'est vraiment dans le jeu familial, parce que tout le monde a envie de manipuler ces tampons qui sont assez chics. Vous avez pris des risques quand même chez Banquise en termes de matériel. On voit pas souvent du matériel comme ça dans les boîtes de jeux. Il faut les concevoir en plus, ces tampons, c'est compliqué. Oui, ça a été très compliqué en termes de conception, en termes de production, en termes de tout. Ça a été un projet auquel on a mis beaucoup de temps et d'énergie. On espère que les gens seront aussi réceptifs que nous on l'est. J'ai un peu de mémoire dans le monde du jeu de société. Dis-moi, c'est pas vous qui avez fait Archiboldo, c'est très compliqué à produire comme jeu. Très compliqué. Relève des défis quand même. Quel est le prochain défi? Je sais pas. Archiboldo, c'était quand même des aimants. Oui, c'était des manettes. Et à chaque fois, il faut proposer quelque chose quand même. Ça relève un peu du dessin, mais de la composition. Archiboldo, c'était hyper réussi aussi dans ce type-là. Très classe ce jeu. Carrément. C'est que aussi du grand méchant monstre où il faut dessiner aussi. Et à chaque fois, Moi, je l'ai déjà dit, ça dans d'autres vidéos, mais vous réussissez particulièrement bien chez Banquise les jeux basés sur le dessin, qui ne sont pas forcément des jeux de dessin. Parce qu'ici, c'est pas parce que vous savez dessiner que vous allez y arriver. En fait, c'est parce que vous êtes malin que vous allez y arriver. Oui, il y a ce truc de conception, de qu'est-ce que c'est que ce mot m'évoque et comment je peux le représenter. Mais ça reste accessible. On range le jeu, on sort le dernier de cette vidéo, Tengu. Gu. Le dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui, c'est Tengu. Vous connaissiez peut-être Yokai. C'est un jeu qui est signé du même auteur, Julien Griffon, alors pas tout seul, puisque je vois qu'il y a également Xavier Violo, et qui est illustré comme Yokai par Christine Alcouf, qui a des points communs entre les deux jeux. Par contre, c'est pas destiné au même âge. Yokai, c'était un jeu coopératif. Est-ce que c'est votre best-seller chez Banquise? Tout à fait. C'est toujours votre best-seller? C'est toujours le best-seller chez Banquise. C'est le jeu qui s'est le plus vendu et qui continue à se vendre tous les ans. Jeu coopératif très malin, très subtil, dans lequel on va disposer des cartes sur la table et réfléchir ensemble pour essayer de résoudre la problématique, le casse-tête. Là, cette fois-ci, ça s'adresse aux enfants, donc il y a aussi un côté casse-tête et coopératif, mais c'est beaucoup plus accessible, évidemment. Oui, la base de Yokai, c'était surtout la communication limitée. Oui, c'est ça. Ensemble, on devait réunir les Yokai, mais on ne pouvait pas parler. Donc on avait des indices, et là, on va être un peu sur les mêmes thématiques dans lesquelles on ne peut pas communiquer les couleurs qui sont sous les tuiles, mais on peut quand même discuter. On a 4 petits personnages, ce sont des yokai, 4 parmi les nombreux yokai qui existent. Christine nous a dit qu'elle a choisi ses préférés, vous retrouverez les yokai qu'elle a eu le plus de plaisir à dessiner, et ils ont perdu leur jouet, c'est ça? Ils ont été volés par le Tengu. Dans l'histoire de Tengu, on a l'esprit malin du Tengu, qui est aussi une figure emblématique des yokai, et qui va mettre dans la forêt, éparpiller un peu les jouets des différents yokai. Mais notre but, à nous tous, en tant que jeu coopératif, c'est de réunir l'ensemble des jouets des yokai. Comme tu vois, chaque yokai a 3 jouets, qui sont la grue en origami, la toupie et le cerf-volant.
Voilà. Comment on joue à yokai? À son tour, on va révéler la première carte du paquet qui va nous dire quel yokai déplacer. Donc ça, c'est un point auquel on a pas mal travaillé. Julien et Xavier ont travaillé. C'était comment aider les enfants à jouer au jeu, parce que yokai, on est très libre. Là, du coup, en leur disant quoi jouer, c'était plus facile pour eux à appréhender. On va pouvoir déplacer donc la Yuki-onna sur cette tuile, c'est-à-dire adjacente au temple qui est la maison des yokai. Okay, quand je fais ça, je vais regarder secrètement la tuile. Si jamais c'est un jouet qui est de la couleur du yokai avec lequel on est arrivé, on retrouve le jouet. C'est pas le cas. Du coup, je vais vous dire que c'est un cerf-volant, mais vous savez qu'il n'est pas bleu. Voilà, et on joue chacun à son tour, donc le joueur suivant va retourner le personnage suivant. Oh, c'est le petit nounours. Le tanuki. C'est le tanuki. On va pouvoir le déplacer. On peut avoir l'indication que peut-être c'est son jouet, mais on n'en est pas sûr. Et tu pourrais nous donner une indication parce qu'on a heureusement des petits marqueurs supplémentaires qui nous permettent de communiquer une fois dans la partie avec un autre joueur si l'occasion se présente, si c'est le bon moment pour donner une information. Sur la couleur d'une tuile, on a dit qu'on n'a jamais le droit de parler de couleur, le seul moment c'est en dépensant un de ce jeton. Un truc qu'on n'a pas dit qui est hyper important, c'est que le jeu est classé par niveau. C'est-à-dire que le niveau 1, c'est seulement 3 yokai, on n'aura pas de yokai rouge avec nous. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, et là on est dans une disposition du niveau 3. Donc niveau 3 c'est intermédiaire, c'est surtout là où on a tous les personnages et où il faut commencer à bien réfléchir parce que les coups sont comptés. Vous avez la taille du paquet de cartes pour pouvoir réussir à résoudre et ça va se jouer de toute façon sur les toutes dernières cartes. Donc il y a une montée en tension, plus on avance dans les cartes, plus ça va être difficile. Bah oui, les enfants ressentent ça énormément et du coup il y a une ambiance qui se crée. Alors on n'a pas le droit de se parler de ce qu'on voit, mais on a vraiment envie de se parler de l'émotion qu'on ressent et de la course qu'on a pour finir à redistribuer tous les jouets à tout le monde avant que ça s'arrête. Alors plusieurs niveaux à l'intérieur du jeu, 6 niveaux c'est ça? Ouais, 6 niveaux en tout, ouais. Avec des tuiles supplémentaires qui vont se rajouter. C'est marqué à partir de 6 ans sur cette boîte, c'est à partir de 8 ans yokai, si je me de mémoire. Et là vraiment en fait c'est 6 ans, mais tu as des niveaux où on n'est plus très très loin. En réalité, en termes de complexité, on va pouvoir rajouter des choses qui vont vraiment rendre le jeu plus difficile en tout cas. Pas forcément plus complexe, mais plus difficile parce qu'il y a de plus en plus d'épreuves. C'est ça, en fait, le Tengu va amener un peu de chaos dans la résolution, mais l'avantage de l'amener en niveau comme ça, c'est que les enfants arrivent à résoudre beaucoup plus facilement les différentes étapes, on va dire, de résolution. En fait, tu as raison Martin, mais c'est à partir de 6 ans, et dès 6 ans, on va pouvoir faire toutes les variantes jusqu'à la variante 6 qui est hyper challengeante. Oui. On va y arriver parce que ça fonctionne comme un escalier. En fait, c'est marche après marche, on apprend à être de plus en plus stratégique, et à 6 ans, on peut finir toutes les variantes en ayant bien compris, bien joué, bien réagi aux informations qu'on avait. Parce qu'il y a de la déduction aussi énormément et de la stratégie dans le jeu. Alors de la stratégie pour les enfants aussi. Il va falloir, vous avez particulièrement travaillé sur les sentiments de satisfaction que les enfants éprouvent au cours de la partie. C'est vrai que c'est important d'avoir ces satisfactions tout de suite, alors que dans un jeu de coopératif pour adultes, finalement, c'est important à la première partie de le perdre presque. Il y a ce fameux truc. Ouais. Oui, alors c'est pas forcément la même démarche. Non, pas du tout. Et encore une fois, pour moi, comme tu dis, le sentiment de satisfaction, de récompense, c'est quelque chose qui est hyper important dans les jeux aujourd'hui, et c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. C'est le cas de Tengu. On vous l'a présenté rapidement. C'est le 3e jeu qui sort chez Banquise cette année pour l'automne. La récompense de rentrée, non? Oui, mi-septembre. Ben oui, complètement, c'est de la rentrée scolaire. Un petit jeu, de la bonne idée cadeau pour reprendre l'année. On a fait le listing, on va ressortir les 3 jeux. Les 3 jeux qui sortent chez Banquise en 2024, le line-up, comme on dit chez des professionnels du jeu, dont nous faisons évidemment partie. Temple Code, il est déjà en boutique. Inkit, c'est tout comme. Et Tengu, c'est pour cet automne. Voilà un très joli line-up, vous le connaissez maintenant. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de cette vidéo quels sont les jeux qui vont rejoindre vos ludothèques avec lesquels vous allez jouer. Et toi, tu es déjà en train de programmer les prochains jeux? Oui, donc comme on fait 3 jeux par an, là on a nos 3 jeux 2025 qui sont dans les cartons. C'est signé, c'est prêt. C'est signé, c'est prêt, on travaille dessus. Et on a même du 2026 sur lequel on travaille, donc on ne chôme pas. Nous, on va éteindre les caméras, puis on va les rejouer à ces jeux 2025, peut-être même 2026, si jamais tu les as ramenés. Je suis curieux de les découvrir. Merci. Merci à toi. D'être venu nous aider. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.